Je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Nanterre. Ma spécialité, c'est la stratégie et le marketing. Je ne suis pas forcément spécialisée dans les produits agroalimentaires, mais on travaille sur tout type de produits et on est persuadé que ce qui est important, c'est que le consommateur puisse reconnecter avec les coûts, puisque vous le savez, dans beaucoup de productions, notamment le textile, on est déconnecté des coûts réels, notamment parce que effectivement on fait des choix de production qui parfois entraînent de la détresse sociale et des pollutions environnementales. Donc ma présentation concerne justement l'opportunité offerte par le numérique pour inclure le consommateur dans la définition des cahiers des charges produits. Et je vais aborder deux initiatives qu'on étudie, qui sont la marque du consommateur et puis l'application MyLabel, donc vous devez certainement connaître. Juste en contexte, c'était vous souligner aujourd'hui, enfin, ça fait très peu de temps finalement, c'est vrai que le fait d'avoir un portable, ça paraît aujourd'hui presque impossible de ne pas en avoir. Pourtant, il y a de ça 3 ans, même si certains avaient un portable, on n'avait pas forcément le forfait, on ne pouvait pas utiliser, on n'avait pas les données. Donc, c'est quelque chose de très nouveau. Et ça permet justement, alors moi, c'est vrai, c'était une question par rapport à L214, puisque je prends souvent ce cas au niveau de mes cours, notamment le fait que en très peu de temps, enfin, on estime un peu plus d'1 an aujourd'hui où le consommateur est très sensibilisé, à la recherche de plus de sens dans sa consommation, et c'est vrai que c'est très récent, 1 an et demi. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait ces outils numériques, ça va lui permettre de faire passer ses envies, ses pressions, par des posts et par les réseaux sociaux. Et comme vous l'avez vu, l'année dernière, en l'espace de 8 semaines, à partir de la projection d'un film sur les poules en batterie, on a eu l'adoption par tous les distributeurs français d'un engagement d'ici 2020 de plus avoir justement d'œufs de poules en batterie. Bien sûr, œufs vendus, mais pas dans les préparations alimentaires, ça c'est encore différent. Donc, c'est vrai que rapidement, on avait un cadre d'analyse, c'est que quand le client participe à la co-construction, souvent c'est très valorisant pour lui et il s'approprie un peu le produit et donc il a plus de chances d'acheter le produit quand il participe à cette co-construction. Donc coopter les compétences du client, c'est un vrai avantage pour l'entreprise parce que ça va lui permettre de mieux adapter aussi le produit à ses besoins. Donc nous, en gestion, on évoque souvent Peter Drucker qui disait que quand on développe un produit qui correspond aux besoins de la personne ne regarde même pas le prix, elle l'achète. Et effectivement, le fait d'avoir aujourd'hui des outils qui permettent à des coûts quand même très compétitifs de l'impliquer dans la construction d'un cahier des charges, ça peut être vraiment rémunérateur. Et puis, effectivement, le dernier point, c'est la fixation du prix, qui est un élément essentiel aujourd'hui dans le modèle d'affaires. Vous savez qu'en marketing, nous, on est spécialisé pour fixer les prix. Dans les formations en marketing, rarement on étudie la supply chain, à vrai dire, c'est pas vraiment notre problème. Et pourtant, un des enjeux aujourd'hui, c'est reconnecter le marketeur avec les réalités de la supply chain. On a parlé de ce matin de distanciation. Alors ça, c'est un vrai problème parce que du coup, on n'a plus conscience de la production et de tous les impératifs de cette production. Et puis, quelquefois, effectivement, les services marketing sont un peu déconnectés et on rêve beaucoup et on applique et on nous suit d'ailleurs. Voilà. Alors, les deux initiatives, c'est une initiative, alors la marque du consommateur qu'on a appelée Value-Based Pricing, puisque vous allez le voir, le consommateur accepte de payer pour un critère donné. La deuxième initiative, MyLabel, là c'est totalement différent, ce qu'on appelait le crowd guiding, c'est-à-dire qu'on va permettre au consommateur de faire des choix par rapport à ses envies personnelles.
peut-être que vous êtes sensibilisé par l'équité homme-femme ou par justement l'emploi dans les pays développés, en développement, et pas forcément par le bien-être animal. Et donc, c'est vrai que Christophe Urbain est parti du principe qu'on n'a pas un label valable pour tous, mais chacun en a ses attentes. Et puis aussi, on peut aujourd'hui être un peu modeste sur ses attentes et puis demain choisir plus d'attentes. Et donc, concevoir son propre label, c'était une vraie opportunité aussi offerte par les systèmes numériques. Donc, tout d'abord, la marque du consommateur. Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous connaissent voilà, cette initiative. On en a beaucoup parlé avec le lait, donc ça a été lancé il y a à peu près 2 ans. Le contexte, c'était la crise laitière, la pression des distributeurs sur les prix, les éleveurs qui n'arrivaient plus à survivre. Et donc, du coup, effectivement, on a fait appel à Nicolas Chaban pour développer une initiative. Le concept, c'est de vendre plus cher en raison d'une qualité sociale et environnementale de produits, et donc de voir par une telle initiative que c'est possible de créer de la valeur avec cette qualité environnementale et qualité sociale. Mon expérience professionnelle, moi j'ai travaillé il y a 25 ans dans la première organisation d'enseignement et de recherche dans le domaine de l'éco-conception. Donc, vous voyez, et c'est vrai que aujourd'hui, l'éco-conception, c'est avant tout l'économie. On va prioriser des axes qui permettent de faire des économies d'argent. Voilà. Et c'est vrai que moi, je me bats contre ça parce que quand on enseignait en 95 l'éco-conception, ce n'était pas ça du tout. On laissait le champ ouvert. On n'avait pas du tout de considération financière à l'amont. On passait beaucoup plus de temps sur l'étude de l'unité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'unité fonctionnelle, ce n'est pas regarder la télé pendant 2 heures, mais c'est plutôt avoir un média qui permet d'avoir de l'information. Et donc, ce n'était pas forcément acheter une télé, mais c'était acheter l'usage d'une télé, donc l'économie de vente de produits, et puis l'économie de fonctionnalité. Et c'est vrai que tout ça a été perdu. A été perdu parce qu'aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul objectif, c'est l'économie. Donc, effectivement, l'environnement, l'éco-conception est vue comme une opportunité de gagner sur les coûts de production et pas du tout comme une opportunité de créer de la valeur. Et c'est vrai que la marque du consommateur permet de voir qu'effectivement, les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour de la qualité sociale et de la qualité environnementale. Et ça intéresse les marketeurs parce que, effectivement, ça nous laisse un potentiel. Les marketeurs sont intéressés par le fait de créer de la valeur. Les marketeurs sont très peu concernés et par l'environnement et par le social, à vrai dire. Il faut parler. Donc, en fait, mais créer de la valeur, ça les intéresse. Et donc, il y a un vrai enjeu aussi à communiquer d'une certaine manière envers ces acteurs. Donc, c'est vrai que comment définir ce produit en faisant participer le consommateur au cahier des charges et puis rendre la formation du prix plus transparente. Alors, on va voir que quelquefois, ça pose de vrais problèmes, la transparence du prix. Et parce que effectivement, on accepte de payer par exemple 40% pour la distribution, et puis après, voilà, on définit des répartitions quand même sur le prix de vente final. Et dernier point, donc c'est vrai qu'une outil, c'était une plateforme de consultation en ligne. Donc on a effectivement identifié les différentes étapes. Alors je ne vais pas m'approfondir dessus. Enfin, c'est assez bien détaillé, le site de la marque du consommateur. Alors, l'étape essentielle quand même à la base, c'était cette détermination de critères avec en face un prix. C'est-à-dire, oui, je veux que ma vache sorte, aille dans un pré, et je paye pour ça. Et ça a permis de finalement faire prendre conscience au consommateur que quand il achetait 1 litre de lait premier prix à 65 centimes, eh ben, l'éleveur, il n'était pas payé. C'est-à-dire, il se levait tous les matins sans gagner de l'argent. Et ça, c'est un vrai challenge et qui est gagné pour tous les consommateurs qui suivent justement cette initiative. Je pense que c'est très important de relier le coût. Alors, impliquer les consommateurs dans la définition du produit. Donc, c'est vrai qu'on a un site internet, on peut participer. Donc là, en ce moment, c'est le poulet. Donc, vous pouvez cliquer dessus et participer sur les critères. Et à chaque fois, effectivement, derrière, quand vous choisissez un critère, il y a 2 centimes, 3 centimes, 4 centimes, voilà, par rapport au prix du poulet. Et vous choisissez. Et c'est vrai qu'au départ, au lancement de
de cette initiative, pour le lait en particulier, on avait dit oui, mais bon, finalement, le lait de la marque du consommateur a été vendu, enfin, le prix choisi par les consommateurs était 48% plus cher au prix de base, hein, puisqu'il est arrivé jusqu'à 0,99 €. Et c'est vrai que même Nicolas Chaban doutait d'arriver à un tel prix. Il avait dit, bon, les consommateurs vont aller jusqu'à 0,85 centimes, mais non, 0,99. Et après, effectivement, vous avez un peu suivi dans la presse. La marque du consommateur a pris 1% de la part du marché du lait en 3 mois, ce qui est exceptionnel. Il a fait la même chose avec le beurre qui est sorti l'été dernier. Les œufs aussi, qui marchent très bien. Et donc, du coup, effectivement, ça a permis de montrer qu'il est possible, les gens sont prêts, aujourd'hui on parlait de consommateurs ce matin, quand vous faites un achat, vous choisissez aussi la société dans laquelle vous vivez. Et donc la marque du consommateur a analysé sa clientèle, ce n'est pas que des bobos parisiens, hein. On a tout type de clientèle et notamment on a pas mal de personnes qui ont plutôt des revenus plutôt bas, voilà, parce que c'est important pour eux de participer au travers de cet achat au choix de cette société. Alors, deuxième initiative, donc MyLabel, donc comme je vous disais, c'est un label personnalisé et une démarche d'amélioration continue. En fait, vous avez une application que vous pouvez télécharger sur smartphone ou Apple ou iPhone. Et quand vous téléchargez cette application, la première chose que vous faites, c'est vous déterminer votre label qui vous concerne vous. Donc c'est ce que je vous disais, il y a différents types de critères qui vous sont proposés. Et puis par rapport à ces critères, quand vous faites vos courses, vous scannez le produit que vous achetez et puis on vous dit si oui ou non ça correspond au label, aux critères du label que vous avez choisi. Et si vous voulez que l'application MyLabel vous propose un produit qui correspond mieux à vos attentes, à ce moment-là vous cliquez et l'application vous propose un produit qui correspond mieux à votre label personnel. Donc la dynamique n'est pas du tout la même, puisque là on part plutôt d'une approche d'amélioration continue. Et toutes les informations, en fait, ce que le business model de MyLabel, c'est de la vente de données aux producteurs, aux fabricants, et pour justement mieux connaître les envies de ce consommateur. C'est-à-dire que si le consommateur met un peu la pression sur, je sais pas, l'équité homme-femme, on va transmettre cette donnée-là au producteur, voilà, qui peut potentiellement accroître cette donnée dans sa manière de gérer son offre. Donc effectivement, on a 16 critères qui sont répartis en 3 catégories, environnement, santé et social. Chaque consommateur, chacun d'entre vous, vous pouvez avoir un label totalement, enfin des critères qui sont totalement différents. Donc ici, on n'a pas une réflexion qui est liée au prix, c'est une réflexion qu'on appelle hors prix. Et en fait, on repousse le choix en fin de process, après avoir réfléchi voilà, de manière qualitative à votre souhait et puis aux produits qui vous correspondaient le mieux. Donc effectivement, vous avez bien vu que c'est une grosse différence avec la marque du consommateur, puisque dans le cahier des charges de la marque du conso, effectivement, on a un critère et on a un prix en face. Donc c'est vraiment déconnecté. Donc là encore, on a différentes étapes qui sont reprises. Je pourrais vous donner le diaporama si ça vous intéresse. Et puis effectivement, on a également fait donc un tableau de comparaison des initiatives. Ce qui est aussi intéressant, c'est par rapport à la filière on parle beaucoup de filière aujourd'hui de production. C'est vrai que dans le cas de MyLabel, il n'y a pas de maîtrise de la filière, contrairement où dans la marque du consommateur, effectivement, on se base sur une construction de filière qui naît d'un cahier des charges produit. Donc effectivement, l'objet, je dirais, l'objectif est le même, c'est-à-dire mieux intégrer l'environnement et le social dans le produit, mais la méthode est totalement différente. Je pense que l'une et l'autre sont très intéressantes dans tous les cas dans cette comparaison. Donc en fait, en conclusion, on peut voir que ces applications, c'était pas possible de les avoir, il y a quelques temps parce qu'on n'avait pas ces outils numériques qui nous permettent aujourd'hui de participer et d'être actifs. Donc c'est vrai que ce qui est aussi intéressant, c'est que la marque du consommateur permet de voir que, on parlait tout à l'heure du consentement ce matin, du consentement à payer, qu'effectivement on peut, la valeur environnementale, la qualité environnementale de produit, on peut payer pour ça. Le consommateur est prêt à payer pour ça. Alors après,
Clairement, aujourd'hui, le consommateur et le citoyen ne fait pas vraiment la différence entre un produit de qualité environnementale et un produit qui est bien marketé. Avec un bon cabinet de communication, c'est très difficile. Le 100% naturel, hein, vous l'avez vu, ou l'emballage recyclable, bon, ça marche toujours aussi bien. D'ailleurs, effectivement, moi souvent mes étudiants me disent « Oui, les marketeurs, vous faites du greenwashing, c'est honteux ». Et moi je leur dis « Ok, bah écoutez, je vais vous demander ce que c'est qu'un produit de qualité environnementale. Voilà, allez-y, dites-moi les critères. » On peut faire l'exercice dans cette salle d'ailleurs. C'est très intéressant de faire cet exercice. On a parlé ce matin de l'analyse de cycle de vie. Première étape, c'est ça. Et c'est vrai qu'on parlait aussi de la pomme Royal Gala, là, le gala. La conception de la pomme même est à intégrer. Parce que là, on est parti de la pomme et du pommier, hein, mais la conception même de la pomme est à intégrer. Ainsi que, bien sûr, ses apports diététiques, etc. Donc, c'est vrai qu'on peut aller très loin, mais je pense que c'est vraiment la question à se poser. Ce qu'est vraiment un produit de qualité environnementale. Voilà. Et dernière, donc c'est une nouvelle opportunité de créer de la valeur. Nous, on travaille sur aujourd'hui des modules de professionnalisation de marketeurs par rapport à cette qualité environnementale et sociale de produits, parce que si effectivement eux ne sont pas très sensibles à ça, ils ne vont pas pouvoir, si vous voulez, inciter en amont la stratégie à basculer sur voilà, des actions qui coûtent de l'argent. Parce que toute action coûte de l'argent en matière d'environnement, en matière de social, ça coûte plus cher. Donc ça, c'est aussi important à se rendre compte qu'il faut créer de la valeur, et la valeur, elle se crée par la vente du produit ou du service. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup.